Bienvenue à tous. Je me présente, bien que je sois déguisé, je suis Sylvain Chouinard, je suis neurologue ici à Montréal et j'ai une spécialité dans les troubles du mouvement et plus particulièrement dans la dystonie. On a été, avec la pandémie, il y a eu un effet très positif. C'est qu'on s'est réunis avec Amadis France, Dystonie Partage et l'Association des neurologues pour créer une série de webinaires. Présentement, on est au 4e webinaire, puis on a beaucoup d'espoir que ça va perdurer pour le futur. Aujourd'hui, notre webinaire va être animé par le docteur Rachel Thibault. C'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'accueillir Dr Thibault. Dr Thibault va partager son expérience, mais d'entrée de jeu, je dois vous dire qu'elle est ergothérapeute et elle a œuvré pendant plusieurs années là, auprès de populations et de communautés vulnérables. Et c'est pas la première fois que je l'entends. Vous allez être tous d'accord avec moi lorsque vous allez l'avoir entendu. C'est une excellente présentatrice. Puis même, je vais vous dire un petit secret. À chaque fois que je l'ai entendu, je suis toujours ressorti grandi. Et elle m'a aidé beaucoup à cultiver moi-même ma résilience. J'étais donc très heureux qu'elle accepte aujourd'hui de présenter sur la bienveillance envers soi-même, surtout qu'on vit tous une période qui est assez difficile. Mais avant d'entendre Mme Dr Thibault, je vais laisser la parole à Mme Boivin de Dystonie Partage pour nous faire aussi une introduction. Madame Boivin. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Chantal Boivin. Alors, je suis responsable de Dystonie Partage, un groupe de soutien qui existe au Québec depuis 6 ans. Donc, avec Dr Chouinard, on a pensé créer ces webinaires depuis le début de la pandémie. Et vraiment, puis une collaboration aussi avec Amadis en France. Donc, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes du Québec et aussi à toute la communauté francophone de l'Europe qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, merci d'être là et puis bonne conférence. Moi aussi, j'ai bien hâte d'entendre Rachel. Donc, voilà. Je laisse la parole à Françoise Lange de Amadis. Oui, bonjour à tous. Ben, écoutez, moi, je vous remercie vivement de partager ce webinaire avec nous sur un sujet qui n'est pas forcément pas forcément abordé lors de nos consultations médicales. Donc, après cette pandémie bien difficile à vivre pour la plupart de nos malades, c'est avec un grand intérêt que nous allons écouter le docteur Thibault. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait un plaisir énorme de me joindre à vous aujourd'hui. Comme il a été mentionné, je suis à la fois ergothérapeute et j'ai une formation en psychologie. Et je vais simplement partager l'écran pour qu'on puisse démarrer la présentation. Voilà. Alors, je réarrange mon écran. Nous y sommes. Alors, d'entrée de jeu, ce que j'aimerais souligner, c'est un petit peu ce que le Dr Chouinard avait mentionné. Alors, je suis ergothérapeute, je travaille aussi en psychologie et j'accompagne des personnes et des communautés vulnérables depuis plus de 40 ans. Et j'ai eu une carrière comme professeur à l'Université d'Ottawa en sciences de la santé. Et mon thème de recherche, c'était la résilience psychologique. Et en fait, je continue toujours ce travail de recherche avec d'autres équipes. Alors, qui sont les gens que j'accompagne? Vous allez voir que l'éventail est assez vaste. J'ai passé une grande partie de ma carrière en zone de guerre, donc beaucoup les survivants de guerre, de torture, de mines antipersonnelles. Au Canada, je travaille étroitement avec des personnes vulnérables, marginalisées, les membres de communautés autochtones, les migrants, les réfugiés.
Et évidemment, comme ergothérapeute, j'ai travaillé longtemps et je travaille toujours avec des personnes qui font face à des défis fonctionnels, affectifs et cognitifs. Et donc, ce matin, je voudrais vous partager un peu à la fois mon expérience de terrain, mon expérience de chercheur et les recherches récentes qui ont trait à la bienveillance et à son apport à notre résilience psychologique. Et donc, pour moi, le but de la rencontre de ce matin, c'est vraiment d'offrir des outils applicables dès maintenant pour améliorer votre bien-être psychologique et votre résilience. Et on va voir que ces outils que je propose trouvent leur racine dans la bienveillance. Et à la toute fin aussi, évidemment, il me fera plaisir de répondre à vos questions qui vont porter probablement plus spécifiquement sur les liens entre dystonie, bienveillance et résilience. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est important de définir nos termes. Alors, qu'est-ce que c'est que la résilience? Si on regarde dans le dictionnaire, la définition qu'on retrouve le plus souvent, c'est la capacité à résister aux chocs de la vie. Et je vous apprends en grande primeur ce matin que, enfin, ce matin au Québec, cet après-midi en Europe, que cette définition, en fait, elle est fausse. Parce qu'on sait très bien que dans la vie, la résilience, ce n'est pas une question de résister au choc de la vie, de simplement encaisser. Dans la vie, il s'agit de la propriété d'un individu à rebondir psychiquement. On préfère assez rapidement face aux épreuves de la vie. Et donc, quand on parle de bien-être psychologique, de résilience, on ne parle jamais de quelque chose qui est parfaitement constant. Et donc, la résilience, la façon dont on la définit aujourd'hui, c'est beaucoup plus un processus que simplement un constat. Et donc, la résilience, c'est de considérer que nous partons tous d'un seuil de bien-être psychologique qui nous est propre. Il est aussi personnel que nos empreintes digitales. Il est façonné, en fait, ce seuil de bien-être psychologique, par notre génétique, par nos expériences de vie, par le contexte dans lequel on vit. Et lorsqu'on est frappé par l'adversité, il est évident que ce seuil de bien-être psychologique ne peut pas être maintenu. Alors, au plan de notre bien-être, il va y avoir une chute, un déclin. Et la résilience, donc, ça comporte l'ensemble du processus. Mon départ à mon seuil de bien-être psychologique qui va être perturbé lors d'une épreuve, donc je vais chuter. Et la résilience, ça va être ma capacité à rebondir suite à cette déstabilisation. Et souvent, les gens me disent, bon, une définition, ce n'est qu'une définition, ça n'a aucune importance. J'ai travaillé pendant de nombreuses années avec les forces armées canadiennes et les forces de l'ONU. Et ce qu'on disait aux hommes en prédéploiement, c'était « Écoutez, vous allez vivre des situations extrêmement difficiles. Si vous êtes résilient, vous devriez être capable d'encaisser. » Et donc, les hommes partaient au front avec cette notion que la résilience, c'est simplement encaisser. Mais pour une bonne partie d'entre eux, entre autres ceux qui ont été déployés au Rwanda, en Afghanistan, en Bosnie, lorsqu'ils ont été déstabilisés par les horreurs qu'ils ont vécues, ils ont perdu tous leurs points de repère. Ce que leur avait enseigné, c'était que la résilience, c'était d'encaisser. Et le jour où ils ont été incapables d'encaisser, ils ont tout de suite conclu qu'ils n'avaient aucune résilience et ils ont abandonné la partie. Ils se sont donc effondrés psychologiquement, en partie à cause des définitions sur lesquelles ils s'appuyaient. Aujourd'hui, on leur dit clairement, si vous allez au front, vous allez être déstabilisé, c'est normal. La question, ce n'est pas de ne pas vivre de déstabilisation, mais c'est d'être capable de rebondir. Et donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de cette résilience que l'on retrouve après une épreuve grâce à la bienveillance. Évidemment, on ne peut pas parler de résilience sans parler de Boris Cyrulnik, le grand pionnier de la résilience, qui, lui, la définit comme la capacité à se développer
quand même, et soulignons-le quand même, dans des environnements qui auraient dû être délabrants. Et donc, le message que Cyrulnik nous laisse, c'est que la résilience, elle est possible, même dans des environnements, dans des conditions où on aurait tendance à se dire il n'y a vraiment aucun espoir. Ce que Cyrulnik a très bien démontré, c'est que le rebond, il est toujours possible. Alors, lorsqu'on parle de résilience, on doit aussi parler des deux grands types de résilience. Alors, quels sont ces grands types de résilience? Le premier type de résilience, on l'appelle la résilience de survie. Et la personne que je choisis pour l'illustrer, c'est Mère Teresa. Et en passant, je ne veux absolument rien enlever de ce que Mère Teresa a accompli. C'est quelqu'un qui a remué mers et monts pour amener du bien-être à des gens extrêmement vulnérables. Mais une grande surprise que les chercheurs ont eue au décès de Mère Teresa, c'est qu'elle a accepté de laisser tous ses écrits personnels aux chercheurs qui ont eu le droit de les rendre publics. Et on a donc eu accès à sa correspondance, à son journal intime. Et ce qui est frappant lorsqu'on lit les écrits que Mère Teresa nous a laissés, c'est en fait la grande détresse qu'on y retrouve. Les émotions qui dominent dans les écrits qui ont été publiés de façon posthume, c'est vraiment le désespoir, la tristesse et une forme de colère intense. Et c'était tellement prononcé qu'on a donné à Mère Teresa, post-mortem, un diagnostic de dépression profonde. Et donc, ce qu'on a réalisé, c'est que Mère Teresa s'est tellement dépensée, a tellement donné autour d'elle, sans rien attendre en retour, sans s'offrir à elle-même de bienveillance, qu'éventuellement, elle-même s'est effondrée. Elle a pu maintenir une certaine façade de bien-être, mais derrière l'écran, c'était vraiment une détresse profonde. Donc, Mère Teresa illustre ce qu'on appelle la résilience de survie, c'est-à-dire que lorsqu'on vit une détresse profonde, au lieu de prendre soin de soi, de se tourner vers autrui pour obtenir de la bienveillance, on continue à prendre sur soi. On accumule, on encaisse et éventuellement, on arrive à un point de cassure. Regardons un autre mode d'être, celui de Nelson Mandela. Mandela illustre véritablement le principe de la résilience de bien-être. Pour ceux qui ont vu ou lu sur sa vie, Mandela a été incarcéré pendant 27 ans dans des conditions qui étaient parfois abominables, surtout au début de son emprisonnement sur l'île de Robben, au sud de Cape Town. Quand on se rend sur l'île de Robben et qu'on voit le contexte dans lequel Mandela a été incarcéré, on comprend toute la souffrance qu'il a dû vivre. Son travail était en fait littéralement de casser des cailloux, du lever au coucher du soleil, sous un soleil de plomb, souvent sans eau, sans nourriture et en subissant des sévices graves, donc des coups de fouet, de la brutalité. Mais sur l'île de Robben, ce qui est fascinant, c'est qu'il existe une colonie de petits pingouins et parfois, pendant le travail de Mandela, justement, le travail forcé, parfois certains pingouins passaient à l'horizon. Et Mandela avait su apprendre. Et en fait, ceux qui l'ont connu le disent, ça ne faisait pas partie de ses comportements initiaux, mais Mandela, au fil des ans, a appris à voir le bon, le bien et le beau et à goûter les petits plaisirs simples de la vie, même dans leurs formes les plus minimes. Et donc, lorsque Mandela rentrait après une journée de travaux forcés à sa cellule, qu'il n'avait pas eu à manger, qu'on l'avait battu, qu'il avait eu très peu d'eau, à peine pour survivre, il était capable parfois de dire « Je n'ai pas mangé,
j'ai à peine bu, on m'a infligé des sévices, mais aujourd'hui, j'ai vu des pingouins. C'était une bonne journée. Mandela a su se reprogrammer pour voir le beau, le bon et le bien et identifier les formes de bienveillance qui pouvaient lui permettre de traverser l'épreuve. Alors, qu'est-ce qui distingue Mère Teresa de Mandela, deux héros qui ont accompli énormément? Le premier point, c'est la perspective. Mère Teresa a été happée par la souffrance dont elle était témoin et tout son univers mental était habité par la souffrance, la sienne et celle des gens qu'elle côtoyait. Mandela a choisi, bien que lui aussi ait été entouré de souffrance, a choisi de laisser place à la bienveillance et aussi à la présence de petits plaisirs sains quotidiens, facilement accessibles, qui sont venus nourrir sa résilience. Ce que la neuroscience nous apprend aujourd'hui, c'est que d'être conscient des petits plaisirs sains qui nous entourent est en fait une des meilleures stratégies de résilience psychologique. Et quand je parle de petits plaisirs sains, ce sont encore une fois des choses toutes simples qu'on va regarder ensemble. Et ce que la recherche aussi nous apprend, c'est que lorsqu'on vit avec une maladie chronique, la forme de résilience que l'on retrouve le plus souvent, c'est la résilience de survie. Ça semble être la forme la plus spontanée de résilience qui émerge dans les contextes de maladie chronique. On essaie d'encaisser encore un peu plus. Parfois même, on se fait violence si on trouve qu'on encaisse mal. Et on accumule, ce qui évidemment risque de nous amener vers un effondrement. Et donc aujourd'hui, on va regarder 3 stratégies et 7 outils pour faciliter le passage entre cette résilience de survie qui semble être la forme la plus commune et nous amener plutôt à passer en résilience de bien-être. Alors, nos 3 stratégies, ça va être de se donner du temps au quotidien pour goûter aux petits plaisirs sains de la vie. Donc, c'est une forme très brève mais essentielle de pleine conscience, de porter attention à l'anxiété qui émerge au fil de notre journée et à la gérer avec bienveillance au fur et à mesure et à pratiquer des formes vraiment explicites de bienveillance, de compassion. En neurosciences, compassion et bienveillance sont des termes interchangeables. Et donc, on va regarder comment tout ça s'applique, cette compassion, cette bienveillance et l'autocompassion. Alors, si on regarde l'importance de se donner du temps au quotidien pour goûter aux petits plaisirs sains de la vie, regardons d'abord ce qu'on veut dire par les petits plaisirs sains. On sait que si, encore une fois, comme Mandela, on porte attention et qu'on tente de les cultiver, au fil du temps, ça nous amène à adopter une vision plus positive de la vie. Et cette vision plus positive, vraiment, amène avec elle une forme de stabilisation de l'humeur et un affect vraiment beaucoup plus positif aussi dans le quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de petits plaisirs sains? Vraiment des choses qui peuvent paraître aussi banales qu'un bon café fumant auquel on s'arrête et qu'on va vraiment prendre le temps de déguster. Pour moi, ici à Ottawa, au Canada, je vis dans une zone où habitent les cardinaux. Ce sont des oiseaux qui ont un chant magnifique. Alors pour moi, lorsqu'un cardinal chante, le fait de m'arrêter pendant quelques secondes pour goûter à ce chant-là, c'est un des grands plaisirs qui vient nourrir ma résilience. Et ça peut être aussi un coucher de soleil, un élément naturel qui vient nous chercher, encore une fois, de prendre juste quelques instants pour y goûter pleinement. Et en fait, ce que la neuroscience nous apprend, c'est que lorsqu'on s'arrête, encore une fois,
pour goûter à ces petits plaisirs, un phénomène neuroscientifique intéressant se produit. Les aires cérébrales associées aux affects négatifs, qui se situent principalement dans le préfrontal droit, tout à coup, ces aires cérébrales diminuent leur activité. Et en fait, entre 30 et 60 secondes d'arrêt pour goûter à un des petits plaisirs que je viens de vous décrire suffisent pour diminuer l'activité cérébrale de 60% au préfrontal droit. Et tout à coup, ce qui se produit aussi, c'est une activation au préfrontal gauche des aires cérébrales associées au bien-être psychologique, à la sérénité, au plaisir d'être vivant. Et donc, en quelques secondes seulement, j'arrive à véritablement changer ma donne neurologique. Deuxième stratégie pour m'aider à mieux construire ma résilience, ça va être de porter attention à mon anxiété et à m'assurer que je ne permets pas qu'elle s'emballe et qu'elle prenne une grande place dans ma vie. Une chercheure, encore une fois en neurosciences américaine, Elissa Apple, nous partage des données vraiment très intéressantes. Elle s'intéresse à la gestion des émotions désagréables, dont l'anxiété, mais ça peut être aussi des émotions comme la jalousie, comme la colère. Et ce qu'elle a remarqué dans ses recherches, c'est que les émotions désagréables, encore une fois, ont souvent une tendance à s'emballer. C'est une forme de surenchère qui finit par complètement meubler notre espace mental, notre espace psychique. Et ce qu'elle a établi, c'est que si on ne met pas de balises à ces émotions désagréables et négatives, elles finissent par monter en flèche et elles nous emportent avec elles. Elissa Apple a donc étudié les stratégies qui nous permettent de contrôler cet emballement et elle le dit, on est en contexte de COVID, elle répète souvent qu'il faut aplanir la courbe, mais dans ce cas-ci, la courbe de l'émotion négative qui va affecter notre résilience. Et ce qu'elle a déterminé, la stratégie la plus efficace, c'est la stratégie des pauses brèves et multiples. Ce qu'elle a établi très clairement, c'est ce qu'on voit dans le graphique, c'est que si lorsqu'on sent une montée de l'anxiété, on agit tout de suite. On prend des mesures, on voit que notre courbe de l'anxiété va tout à coup s'atténuer. Et donc, on peut continuer un certain temps. Les événements de la journée vont peut-être faire en sorte que tout à coup, il y a une nouvelle montée de l'anxiété. Si je porte attention, que je la perçois, que j'agis, encore là, je lui permets de descendre et le cycle se poursuit. Mais comme vous le voyez, si j'arrive à tuer dans l'œuf cette anxiété, jamais elle n'atteindra un niveau où elle va miner ma résilience et mon bien-être. J'apprends à la gérer d'une façon beaucoup plus logique, beaucoup plus saine. Et ce qui est fascinant, c'est que ces pauses qui aplanissent la courbe et qui me permettent de liquider l'émotion au fur et à mesure, elles sont très brèves, elles aussi. Donc, à peine 30 secondes, elles peuvent durer jusqu'à quelques minutes, mais les recherches de Apple font écho à celles de Davidson et nous indiquent que ce 30 secondes de recul, donc un très bref moment, nous permet de nous déposer et de maintenir un affect qui va être beaucoup plus serein au fil de la journée. Et ce que Apple indique aussi, qui est fascinant, c'est que ces pauses, en fait, représentent des formes de pleine conscience. Parce que littéralement, je deviens témoin de moi-même et je prends les mesures pour me déposer. Et donc, les pauses les plus efficaces, selon Apple,
ce sont aussi les pauses qui vont avoir une composante physique sensorielle. Alors, si je me sens plus agitée, si j'ai le sentiment que les choses commencent à déraper, la méthode la plus efficace serait de prendre une respiration profonde, de faire quelques étirements, d'écouter une musique apaisante et ce que toutes les recherches indiquent, de m'assurer en fait que je m'éloigne de mon écran pour me rapprocher de la perception de mon corps. Donc, mes stratégies vont être d'une plus large mesure de nature physique. Troisième stratégie, pratiquer la compassion ou la bienveillance. Encore une fois, les deux termes sont interchangeables. Et l'autocompassion. Ce qui est fascinant en neurosciences, c'est qu'on est témoin d'un virement important. Depuis des millénaires, on aborde la bienveillance, la compassion d'un angle philosophique. Et depuis quelques années, on voit un virage important de la posture philosophique à la posture scientifique. On étudie maintenant la bienveillance en neurosciences. Et il y a énormément de recherches qui est maintenant publiées sur le sujet. Alors, je vous présente simplement 3 des ouvrages, The Oxford Handbook of Compassion Science, The Neuroscience of Empathy, Compassion and Self-Compassion, et le dernier, en 2019, un volume qui fait, en fait, c'est une méta-analyse qui regroupe des centaines et des centaines d'études sur la résilience et qui nous décortique l'ensemble tant au plan des réactions physiques que psychologiques. Et évidemment, ce ne sont que 3 des ouvrages parmi un ensemble assez impressionnant. Donc, si je vous résume tout ça, qu'est-ce que la compassion, la bienveillance? En recherche, on la définit comme une réponse cognitive, affective et volutionnelle face à la souffrance d'autrui. Et donc, l'autocompassion va être un peu la même chose, mais pour soi-même, donc une réponse cognitive, affective et volutionnelle face à notre propre souffrance. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par tout ça? La réponse cognitive, c'est que si je ressens de la souffrance ou si quelqu'un vit de la souffrance autour de moi, je vais avoir une observation purement cognitive. Je constate la présence de souffrance. Mais tout ça va être suivi d'une réponse affective. Alors, pour la plupart d'entre nous, les êtres normaux vont éprouver une forme d'écho, de résonance lorsque nous sommes témoins de la souffrance. Une sorte de voix intérieure émerge qui nous dit « Ah oui, je comprends ce que cette personne peut vivre, j'ai déjà vécu des situations semblables. » Et donc, on ressent une forme d'empathie, une réponse affective. Et dans la compassion-bienveillance, cette empathie va être suivie d'un désir d'offrir un bien-être pour atténuer la souffrance, le malaise dont on est témoin. Et donc, finalement, on a grosso modo 3 modes de réaction face à la souffrance, la sienne ou celle d'autrui. Si on utilise le mode sympathie, ce qu'on observe, c'est qu'on fait fusion avec la souffrance. La souffrance prend tout notre espace mental et c'est vraiment un mode à éviter. Le deuxième mode, et c'est en fait le mode que l'on retrouve le plus souvent dans la population, c'est le mode d'empathie. Donc, encore une fois, je constate la souffrance qui est vécue. Elle éveille en moi un écho. J'y retrouve une expérience fondamentale à la condition humaine et je ressens donc de l'empathie. Et l'empathie, on la définit comme cette résonance que j'éprouve face à la souffrance d'autrui. La compassion, elle inclut l'empathie, donc cette résonance, mais suite à cette empathie,
monte en moi un désir d'agir sur cette souffrance, mais d'agir de façon bien spécifique. Ce qui émerge, c'est un désir d'offrir de la bienveillance, de poser un geste bienveillant. Et souvent, les gens me disent, ben, ce ne sont que des termes, c'est de la sémantique, ça n'a aucun impact réel dans la vie. Faux. On réalise que les aires, les circuits neuronaux activés par l'empathie sont bien différents de ceux activés par la compassion. En d'autres termes, si j'en reste à la posture d'empathie où je ressens un écho face à la souffrance d'autrui, oui, je vais activer tout un ensemble de sites cérébraux, d'aires cérébrales, mais qui, en bout de course, vont venir activer chez moi les centres neuronaux de la douleur. En d'autres termes, et je vous ai mis un petit peu la neuroscience sur la diapo, en d'autres termes, à force de raisonner à la souffrance d'autrui, j'active chez moi les sites neuronaux de la douleur, donc le cortex singulaire antérieur et l'insula, et je souffre. Et en quelque sorte, si je me maintiens dans cet écho, dans cette résonance, j'engendre de la souffrance chez moi et je me maintiens dans cette souffrance. Si par contre, après avoir ressenti cette empathie, je désire poser un geste et vraiment devenir bienveillant, tout à coup, j'active tout un autre ensemble d'aires cérébrales. Et ce sont des aires cérébrales qui sont associées au sentiment d'être relié authentiquement à autrui et qui sont associées aussi à la gratification profonde. Donc, dès que je dépasse l'empathie et que j'active mes centres associés à la compassion, en fait, je crée tellement de bienveillance que je viens me consolider moi-même. Ma bienveillance devient un outil de résilience. Alors, qu'est-ce qui se produit lorsque j'active toutes ces aires neuronales dont je vous ai parlé, qui me donnent le sentiment d'être profondément relié à autrui et de ressentir une gratification? Ces sites neuronaux vont avoir un impact sur mon temps de guérison, même les plaies. Les plaies des blessures, mon corps va se guérir plus rapidement. La perception de la douleur va être modifiée. Si je baigne dans un climat bienveillant, la même blessure, la même atteinte va être vécue d'une façon beaucoup moins douloureuse. Je vais éprouver 50% moins de douleur si je baigne dans un climat bienveillant que si je baigne dans un climat neutre. Même au plan de mon immunité, on parle de la COVID. Si je baigne dans un climat bienveillant, mon taux d'interleukine 8, qui est un facteur immunitaire, va doubler. Pour les maux de dos, alors, les médecins, les thérapeutes qui appliquent les principes de ce qu'on appelle la Compassionate Therapeutic Alliance, ils observent 2 fois plus de soulagement de la douleur que les groupes témoins où on n'utilise aucune approche, aucun geste de bienveillance. Et ces gestes de bienveillance, quand on parle de ce climat de bienveillance, je tiens à souligner, ce sont des choses toutes simples. Ce sont des paroles bienveillantes, ce sont des gestes bienveillants, comme mettre une main sur une épaule, s'assurer que quelqu'un replacer un oreiller, ouvrir une fenêtre, des tout petits gestes qui paraissent complètement anodins, mais lorsque on les pose, ces gestes s'accompagnent d'une intention bienveillante qui, elle, active les sites neuronaux dont je vous parlais. Et donc, cette approche de bienveillance
comme on vient de le voir, vont grandement améliorer ma santé physique, mais le climat de bienveillance va aussi améliorer ma santé mentale. Je vais avoir le sentiment psychologique, le sentiment d'être relié à autrui, mon bien-être psychologique va s'accroître. On voit une force intérieure tranquille qui émerge et évidemment, tout ça va améliorer ma résilience psychologique. Alors, comment est-ce qu'on crée un climat de bienveillance? Tout d'abord, j'aimerais reprendre les mots de Saint-Exupéry. Je vous dirais tout d'abord en apprenant à s'habiller le cœur et à offrir une présence véritable. Si on se remémore un peu le Petit Prince, dans un passage, le Petit Prince dit au renard qu'il aimerait bien l'apprivoiser et que le renard est tout à fait prêt, lui aussi, à se laisser apprivoiser. Et au début, donc, les rencontres se font un peu n'importe quand. Et le renard souligne que ce serait bien mieux s'il savait à quelle heure le Petit Prince va lui rendre visite. Parce que s'il sait à quelle heure le Petit Prince va lui rendre visite, ça va lui permettre de s'habiller le cœur. En d'autres termes, ça va lui permettre de se préparer à la rencontre sur un mode bienveillant. Et ce que la neuroscience nous apprend, c'est lorsque on se prépare le cœur, lorsque on s'extrait, on s'extirpe du mode plutôt mécanique sur lequel on mène parfois nos relations, nos interactions, si on fait acte de pleine conscience au plan relationnel, là encore, tout un ensemble de structures neurologiques vont s'activer, entre autres le nerf vague, toute la structure vagale. Et cette bienveillance que je cultive en préparation à ma rencontre, elle crée une très grande détente à la fois dans mon corps, dans mon esprit, et elle me met dans une posture d'accueil et d'ouverture. Et souvent, on se dit, ben, ça n'aura probablement pas beaucoup d'impact. C'est faux, car lorsque je permets au système vagal de s'activer, lorsque je me retrouve en posture d'ouverture, j'émets des micro-signaux que mon interlocuteur va percevoir. Des micro-signaux de bienveillance et d'accueil qui, eux, en retour, changent la nature de la relation, de la rencontre qui va se produire. Une fois donc que j'ai fait ce geste de pleine conscience où j'ai vraiment pris contact avec moi-même, que je me suis mise en posture de bienveillance et d'ouverture, le reste de la rencontre va s'appuyer sur des principes encore là qui sont tout simples. D'être capable d'être assez présent pour observer l'émotion de l'autre et la nommer, la reconnaître et la nommer. De dire à mon interlocuteur, tu me sembles triste aujourd'hui. Ensuite, de la valider, de dire, peut-être, oui, avec ce que tu vis. On peut demander à la personne, pourquoi avec ce que tu vis? C'est normal que tu éprouves une certaine tristesse. Ça fait partie de la condition humaine, de la normalité. La bienveillance aussi, un de ses principes fondamentaux, c'est de conserver une vision positive de l'autre, de ne jamais réduire l'autre à sa détresse ou à ses faiblesses. Dans une rencontre bienveillante, le rôle de chacun est de ramener en mémoire de l'interlocuteur son potentiel positif, ses forces. Souvent, on le sait, quand on est en détresse, on perd complètement contact avec nos forces. Encore une fois, notre univers mental est complètement habité par notre faiblesse, par nos lacunes. Dans un échange bienveillant, notre interlocuteur nous aiderait à reprendre contact avec ce qui fait notre force. Et pour la personne qui écoute, la question centrale demeure toujours: quelle est la forme de bien-être que je peux offrir dans l'ici et maintenant? Est-ce que ça va être un regard bienveillant?
Est-ce que ça va être une main bienveillante? Est-ce que ça va être une écoute bienveillante? Mais donc, la question qui m'habite lorsque j'écoute quelqu'un qui est en détresse ne devient pas comment est-ce que je peux atténuer ou éradiquer sa souffrance. Je ne m'approprie jamais la souffrance de l'autre. Ma question devient quelle forme de bienveillance puis-je offrir? Parce que le piège que je veux éviter, c'est le piège dans lequel Mère Teresa est tombée, le piège où la question devient comment puis-je atténuer ou éradiquer la souffrance? Dès que mon univers mental devient habité par la souffrance, c'est là où j'active chez moi les structures neuronales qui risquent de m'amener à l'effondrement. Donc, ma posture sera toujours une de bienveillance et non pas de souffrance. Et très important, la question devient aussi comment puis-je offrir un appui en continu? Lorsque quelqu'un vit de la détresse, une des contributions les plus rassurantes qu'on puisse offrir, c'est de lui dire « Je suis là pour toi et je vais être là pour toi. Je ne t'abandonnerai pas. » Ce qui a été testé en neurosciences, c'est ce protocole qui dure en moyenne moins d'1 minute. Et donc, ce protocole où, une fois revenu à notre centre, on devient capable de reconnaître l'émotion de l'autre, de la nommer, de la valider, de conserver cette vision positive de l'autre et d'offrir de la bienveillance en mode continu. Et donc, cette question centrale, on devrait se la cheviller à l'âme. Quelle forme de bienveillance, même minime, puis-je offrir ici et maintenant? Et souvent, les gens me disent, mais c'est tellement banal. Ces stratégies-là ont été, en fait, testées aussi dans des contextes de soins palliatifs. On le sait tous, parfois, on se sent impuissant. On ne peut plus, évidemment, empêcher l'évolution de la maladie. La personne va décéder. Mais si notre mode est celui de la bienveillance, de toujours se dire quelle est la forme simple de bienveillance que je peux offrir, ça devient pour nous et pour la personne qui reçoit de la bienveillance des outils de résilience psychologique. Si on applique tout ça à l'autocompassion, donc la bienveillance pour soi-même, ce sont exactement les mêmes principes. Il s'agit de l'aptitude à se traiter avec bienveillance comme on le ferait pour un ami proche. Et cette aptitude, elle en contient 3 autres, c'est-à-dire la bienveillance envers soi-même plutôt que le jugement. Encore une fois, lorsqu'on voit qu'on n'a peut-être pas la même facilité d'action, on n'a peut-être même pas le même... On se rend compte qu'on a moins d'habileté, plutôt que de se juger, de s'accueillir avec bienveillance comme on accueillerait un ami. Lorsqu'on fait des erreurs, plutôt que de se taper sur le clou, de se blâmer, de réaliser que nos erreurs, en fait, constituent un pont de plus entre nous et le reste de la race humaine, que les erreurs, les difficultés, en fait, c'est une des caractéristiques communes à notre espèce. Et on ajoute aussi la pleine conscience, encore une fois, plutôt que de permettre à la souffrance, à la détresse d'envahir mon champ de conscience, plutôt que de m'identifier, me suridentifier à cette détresse, de tenter de voir le beau, le bon et le bien. Neff, la grande auteure sur l'autocompassion, nous dit elle-même « Quand vous traversez une période difficile, que vous vivez un échec ou remarquez un comportement qui vous déplaît chez vous, plutôt que de simplement ignorer votre douleur et vous durcir, faites preuve d'autocompassion en vous disant « C'est un moment difficile pour moi, comment puis-je me réconforter et prendre soin de moi? » Et donc, ce que la recherche nous apprend, c'est que à la fois offrir et recevoir de la bienveillance, c'est ce qui va contribuer le mieux, le plus à accroître notre bien-être psychologique. Et une analogie que j'aimerais vous donner, c'est celle du culbuto. On connaît tous ce jouet qu'on peut vraiment basculer, même frapper, et qui va osciller, mais toujours revenir à son centre.
Et la raison pour laquelle, en dépit des secousses, le jouet revient à son centre, c'est parce qu'il est lesté le plus souvent avec du plomb. Et donc, parce qu'il est lesté avec du plomb, même si je le frappe au point où il va heurter le plancher, il va tout de même rebondir et éventuellement revenir en équilibre. Ce que la recherche nous démontre maintenant, c'est que les humains résilients, ce sont eux semblent être lestés avec la bienveillance et l'autocompassion, que ce sont les deux postures qu'ils adoptent le plus spontanément et que donc, même s'ils sont déstabilisés, cet accent mis sur la bienveillance et sur l'autocompassion les ramène constamment à leur centre. Et j'aimerais continuer avec une autre analogie, vous ramener une expérience virtuelle, ça vaut 1000 mots. On a tous déjà soufflé des ballons et on sait bien évidemment que si on le souffle plusieurs fois, la première expérience va nettement se démarquer des expériences suivantes. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je souffle un ballon pour la première fois, je vais devoir y mettre beaucoup plus d'efforts. Le ballon est plus raide, plus rigide, et pour rompre cette rigidité, je vais devoir vraiment souffler très fort. Les fois subséquentes, je réalise, ça se fait quand même beaucoup plus facilement. Le ballon est souvent une analogie pour la résilience psychologique. La première fois où je fais face à une difficulté, ça va me demander beaucoup d'efforts. Je vais devoir vraiment y mettre du mien pour pouvoir surmonter cette première épreuve. Mais j'apprends au fil du temps. Plus je souffle mon ballon, plus j'accepte de faire face à de l'adversité sans fuir, en y mettant l'énergie et l'effort, plus le processus devient facile. Ça ne signifie pas que tout se fait comme un charme sans aucune difficulté, mais ça demeure que ça va être moins difficile. Donc, si je choisis de faire face à l'adversité, je développe un ensemble d'habiletés qui va rendre la chose de plus en plus facile au fil du temps. Mais il se produit aussi un autre phénomène. Si je souffle un ballon à maintes reprises, je sais très bien, la première fois, il est dans son état initial, mais si je le souffle à maintes reprises, sa forme va se modifier. Et ce qu'on sait très bien, ça devient absolument impossible de ramener le ballon à sa forme initiale après avoir été soufflé. J'aurais beau le désirer, c'est impossible. Ce que les gens résilients nous apprennent, c'est qu'eux ne tentent jamais de revenir en arrière, de désirer que le ballon revienne comme avant. Ils ont compris dans leur trip que l'expérience de la souffrance les a profondément transformés et que de tenter de redevenir comme avant, c'est non seulement impossible, mais c'est néfaste. Quand on cultive un désir de faire marche arrière, on entrave notre processus de résilience et on se maintient dans la détresse. Le retour en arrière est toujours une impossibilité, mais paradoxalement, c'est le réflexe premier de l'humain. Lorsqu'on vit quelque chose de difficile, le réflexe premier, c'est « je voudrais tellement que tout redevienne comme avant », mais c'est le mauvais réflexe. Les gens résilients, ce qu'ils vont faire, ils vont faire le deuil de ce qui ne peut plus être. Ils acceptent les changements inévitables qui viennent avec la maladie, avec la vie, mais ils le font, encore une fois, avec bienveillance. Ils s'accueillent avec ce que j'appellerais même une forme de tendresse. Et une fois qu'ils se sont acceptés avec ces changements inévitables, ils vont plutôt choisir de se réinventer et de réinventer leur lien au monde et de tenter d'en faire un monde plus sain et plus beau. Alors, quels sont les outils de résilience qu'on a vus aujourd'hui?
On avait peu de temps, mais je veux simplement les rendre explicites pour vous, pour que vous puissiez vous en saisir et les utiliser. Donc, notre premier outil, c'était notre définition de la résilience, de s'assurer qu'on choisit une définition qui ne se limite pas à encaisser l'adversité, mais au contraire, qui nous permet de nous y adapter, qui nous permet d'accueillir la déstabilisation et ensuite de mieux rebondir. Deuxième outil, la perspective du bon, du bien et du beau. De ne pas répéter l'erreur de Mère Teresa qui a été happée par la souffrance, dont tout l'univers mental était habité par la souffrance, mais d'opter plutôt pour la formule Mandela, de se dire, même dans les moments difficiles, où puis-je arriver à voir encore du beau, du bon et du bien, et à cultiver ce réflexe, à voir la beauté et la bonté autour de nous. Notre troisième outil, s'assurer qu'on laisse de la place aux petits plaisirs quotidiens. Et je tiens à souligner ici que la neuroscience récente nous amène une autre analogie intéressante sur les petits plaisirs quotidiens. Personne aujourd'hui serait assez farfelu pour dire « Je trouve que de m'alimenter, ça me demande beaucoup trop de temps. » Donc, faire l'épicerie, me faire à manger, faire la vaisselle, c'est vraiment, ça demande trop de temps. Alors, moi, j'arrête carrément, mais je reprendrai tout ça quand j'aurai le temps pendant les vacances. On sait que c'est complètement aberrant, mais ce que la recherche nous dit, c'est que pourtant, on a la même attitude par rapport aux petits plaisirs quotidiens. Souvent, notre réflexe, c'est de dire « Ah, ben, j'ai pas le temps de m'arrêter au chant du cardinal ou au coucher de soleil, mais pendant les vacances, je prendrai le temps. » Et pourtant, la neuroscience nous enseigne que ces moments d'arrêt où on touche à la beauté, à la bonté, ce sont des nourritures essentielles pour notre bien-être psychologique. Et tout comme pour les nourritures physiques, c'est absolument aberrant de les remettre à plus tard. C'est une question de survie. Quatrième outil, nos pauses brèves dont Apple nous parlait, lorsqu'on sent une émotion qui commence à nous submerger, savoir s'arrêter dans la bienveillance et aplanir notre courbe d'anxiété. Adopter la démarche bienveillante, donc faire preuve de compassion envers autrui, puisque ça nous consolide tout en consolidant autrui. La démarche d'autocompassion, de s'accueillir, même avec nos faiblesses, même avec nos lacunes, et d'apprendre à faire le deuil du passé et de vivre ce deuil dans la bienveillance plutôt que dans le jugement ou l'amertume. Et je voulais laisser le mot de la fin à Hubert Reeves, que vous connaissez probablement, un astrophysicien qui a obtenu son doctorat de Cornell, conseiller à la NASA, au Commissariat à l'énergie atomique de France. Et dans son dernier livre, Hubert Reeves nous partage une très belle réflexion sur les qualités humaines qui ont nourri la résilience de notre espèce. Et il met vraiment l'accent sur les qualités humaines qui ont aussi respecté les autres formes de vivants. Et je le cite, il nous dit « Le long sentier vers l'humanisation est éclairé par 3 luminaires. Le désir de comprendre le monde, la science, de l'embellir, l'art, et d'aider les êtres vivants à vivre. 3 mots à retenir, connaître, créer, compatir. C'est vraiment ce que je nous souhaite à tous. Et là-dessus, je vous dis merci et faisons place aux questions. Merci infiniment, Dr. Thibault. Vraiment, là, c'est très, très grandement apprécié. Puis, merci de nous avoir donné des trucs pour entretenir notre bien-être psychologique à tous. C'est surtout vrai pour c'est pas surtout vrai, mais c'est très vrai pour la dystonie, qui est une entité qui est chronique. Hein. Les gens qui vivent avec la dystonie là, en ont souvent pour le reste de leur vie, parce que c'est une condition chronique qui s'accompagne souvent, malheureusement, de douleurs.
puis vos trucs là, vont certainement être essentiels. Je ne sais pas si la Haute va m'aider pour les questions, mais Oui. j'en ai une pour vous, moi, Dr Thibault. Comment on fait pour ne pas oublier de prendre soin de nous? Parce que souvent, la vie étant ce qu'elle est, on est souvent, là, vous le savez, pris par tout ce qui, surtout ces temps-ci, là. Puis, avez-vous des moyens pour nous rappeler de prendre soin de nous? Oui. Des trucs. Oui, puis c'est une excellente question parce que c'est en effet le nerf de la guerre, de ne pas se laisser entraîner dans le cours du quotidien et oublier de prendre soin de nous. Ce que la recherche nous apprend, c'est qu'on doit se donner des moyens, des signaux pour éventuellement faire de nos habitudes de prendre soin de nous des formes de réflexes. Et donc, ce qu'on suggère, c'est souvent de se donner un signal, de faire des pairages, de se dire, entre autres, je donne un exemple, si je me prépare un café le matin, de dire, ben, je prends l'habitude qu'en prenant mon café, je me donne un certain temps où je ne lis pas le journal, je ne regarde pas mon écran, je me donne, encore une fois, ça peut être quelques secondes ou quelques minutes, où je ne fais que déguster mon café. Et il faut que ça devienne un réflexe. Donc, on introduit petit à petit dans notre vie des événements qui vont être automatiquement associés à des moments où on va prendre conscience de notre bien-être et où on va tenter de le cultiver. Puis je trouve ça intéressant que vous mentionnez cette question-là. J'ai justement, c'était pas prévu, mais je l'ai sur mon bureau ici. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut utiliser. Celui que j'ai ici, c'est une toute petite capsule. Comme vous voyez, elle mesure environ 3 cm de haut. Et c'est une petite capsule qu'on peut programmer à vibrer aux heures ou aux heures et demie. Moi, j'en porte une depuis des années. On peut la porter dans une poche. Certains la mettent en bracelet, en pendentif, peu importe. Mais à chaque fois que ma capsule vibre, c'est pour moi un rappel de prendre soin de moi. Et donc, la question qui émerge, c'est quelle est la forme de bienveillance que je peux offrir, soit m'offrir ou offrir à autrui lorsque la capsule vibre. Puis je vous dirais, moi, j'en porte une depuis une dizaine d'années et c'est devenu un réflexe conditionné. Il n'y a plus du tout de boucle cognitive. Lorsque ma capsule vibre, ça devient, automatiquement, j'éprouve un sentiment de détente et il y a cette posture d'ouverture qui s'installe. Et donc, que ce soit la capsule, et je pourrais envoyer le lien, ça coûte en dollars une vingtaine de dollars. Donc, je pourrais envoyer le lien si certains sont intéressés, mais ça pourrait être aussi un signal, une sonnerie, un signal sur l'ordinateur, plein de moyens, mais au début, on doit se donner des moyens, autrement, on va oublier. Merci encore, la Haute. Je te laisse pour les questions. Oui. Parfait. En fait, on avait une question de la part de Mme Bellemare qui disait, tantôt, vous avez fait des suggestions de livres. Est-ce qu'il y avait des suggestions de livres en français ou bien ces livres-là étaient disponibles aussi en français? Je vous dirais, pour les livres en neurosciences, dans le moment, ceux que j'ai consultés étaient en anglais. Par contre, pour le bien-être psychologique, je vous dirais, le pilier du bien-être psychologique, ça demeure la pleine conscience, la capacité d'attention. Si on est incapable d'être témoin de soi-même, on va s'avérer incapable de s'aider soi-même. Et donc, la pierre angulaire, c'est la pleine conscience. Et les livres que je suggère, pour moi, je suis, et je l'avoue, une fan finie de Christophe André. Les livres de Christophe André, Mathieu Ricard, Alexandre Jolien. Donc, je vous les recommande chaudement. Je les aime tous. Alors, pour moi, ce sont d'excellentes sources d'informations extrêmement précieuses pour cultiver notre bien-être psychologique. Parfait. Je pense qu'on pourra prendre cette liste-là et les envoyer avec le courriel du lien du webinaire. Là, comme ça, les gens auront ça comme référence. Oui, oui. Parfait. J'invite les gens aussi à poser leurs questions. Pour l'instant, il y a une personne qui voulait poser une question en parlant. Donc, juste un instant. Ah, elle a baissé sa main. Donc, sinon, vous pouvez poser vos questions à travers le chat, là, la fonction qui se trouve en bas.
dans la barre de Zoom ou bien avec la fonction de questions-réponses. Donc, pour l'instant, je n'avais pas d'autres questions. Il y a une pelle. OK. Donc, il y a Madame Lucas qui voudrait vous poser une question en personne, si ça vous convient, de vive voix. Tout à fait. Ouais, donc, voilà, Madame Lucas, on peut vous entendre. Merci. Bonjour. Bonjour au Québec. Une bonne fête et une pensée à toutes les mamans, futures mamans, jeunes mamans, les grands-mères et autres. Et alors ma question, ça correspond à quand on est dans cette démarche-là, vers qui peut-on trouver une aide, un accompagnement? Est-ce que je vais aller voir un psychologue ou un psychiatre? Voilà, c'est une question générale, mais qui peut m'accompagner pour vers une voie plus facile? Ou si je sens que je stagne ou je n'avance pas, qui peut m'aider? En dehors des lectures, en dehors, voilà. Ben, il y a plusieurs, en fait, je vous dirais, cabinets de psychologues, de psychiatres qui offrent des accompagnements au niveau justement de tout ce qui est compassion, autocompassion. Je connais peu les ressources en France, je connais plusieurs ressources à Montréal, des gens qui interviennent encore une fois ça se fait par Internet. Et le plus souvent, en fait, ce qui se produit, c'est que les gens démarrent avec, encore une fois, des écrits, des stratégies toutes simples qu'ils intègrent au quotidien. Et les ressources externes sont mises en place si on arrive un petit peu dans une impasse. Et à ce moment-là, on fait appel à une ressource externe. Mais dans la grande majorité des démarches, ce seront des démarches qui vont être assez spontanées et qui se produisent de façon plus individuelle. Alors, l'analogie qu'on donne encore une fois, c'est une démarche qui pourrait se comparer à une démarche alimentaire. Alors, on obtient certains conseils, on modifie notre alimentation et ensuite on peut retourner à la source originelle pour obtenir d'autres conseils. Mais grosso modo, c'est de partir avec un certain bagage de connaissances de base, on les intègre au quotidien et on revient vers une source qui peut nous aider à accroître ce bagage de connaissances. C'est plus un travail individuel. Oui, règle générale, c'est beaucoup plus, plus qu'un travail thérapeutique. C'est vraiment un travail que l'on situe beaucoup plus au plan de la prévention que de la thérapie. D'accord. Concernant, par exemple, Ah oui, on a perdu le... Voilà. Concernant la dystonie, pensez-vous qu'un travail de groupe aussi pourrait être une amorce, un déclenchement des compréhensions aussi pour des personnes qui se retrouvent En fait, je suis avec les mêmes interrogations, avec... En fait, ce que je pourrais faire suivre aussi au groupe par la suite, il y a tout je voudrais ce qu'on appelle un protocole de soutien entre pairs qui se fonde sur l'approche de bienveillance. Et c'est un protocole qu'on a testé au Québec. Évidemment, ça se fonde sur les grands principes du soutien entre pairs, c'est-à-dire des gens qui vivent une expérience commune, donc des gens qui ont en commun un certain vécu et qui se retrouvent régulièrement pour parler de leurs enjeux, de leurs défis. Et ce qu'on a, à partir des principes de base du soutien entre pairs, on a monté, donc on y a greffé le protocole de compassion et ça donne de bons résultats. Donc, on a certains documents déjà rédigés qu'on pourrait vous faire suivre si vous voulez tenter la démarche.
parce qu'on sait très bien qu'en contexte de maladie chronique, le soutien entre pairs est une des meilleures stratégies. Alors, quand on greffe à la fois le soutien entre pairs et le protocole de compassion, on augmente d'autant, je vous dirais, l'efficacité de l'approche. Alors, c'est une excellente question et certainement, on vous fera suivre les documents. D'accord. Et c'est éventuellement aussi des ateliers entre pairs qui pourraient être inclus dans des programmes d'accompagnement thérapeutique du patient ou ETP. Oui, tout à fait. Puis, en fait, ce qu'on fait ici au Québec, c'est, entre autres, on aide au démarrage des groupes et puis, petit à petit, les groupes s'affranchissent des modérateurs externes et deviennent des entités complètement autonomes, donc une entraide qui se fait vraiment dans le tissu même du quotidien. Et les modérateurs demeurent en place uniquement en cas de besoin. Merci beaucoup. Merci. Parfait, je vous remercie beaucoup. On a d'autres questions. En fait, quelqu'un qui nous demande, que pensez-vous du bouddhisme? Certains principes du bouddhisme se rapprochent de vos judicieux conseils. Oui, en fait, les principes du bouddhisme, et je vous dirais les principes de base de la plupart des grandes traditions spirituelles sont porteurs d'une sagesse que la neuroscience commence tout juste à déchiffrer. Lorsqu'on regarde les grandes traditions spirituelles, la plupart sont porteuses des mêmes valeurs fondamentales, donc partage, compassion, respect. Et depuis maintenant une quinzaine d'années, la neuroscience s'attarde à tenter de comprendre quels sont les impacts de ces grandes valeurs traditionnelles sur la santé humaine, sur les aspects plus de neurophysiologie. Et ce qu'on retrouve, en effet, c'est que ce sont des éléments très importants dans la santé psychologique. Ce que la recherche indique, c'est que la pratique des valeurs fondamentales des grandes traditions spirituelles va être extrêmement bénéfique. Et ce l'on comprend dans l'état actuel de nos connaissances, c'est que les grandes traditions spirituelles se déclinent normalement sur deux axes. Il va y avoir l'axe qu'on appelle mystique, et qui est l'axe je dirais, de l'implantation de ces valeurs au quotidien, l'axe où ce à quoi on adhère, c'est l'esprit de la tradition spirituelle et ses grandes valeurs. Et l'autre axe est l'axe dogmatique, donc l'application stricte et rigide des règles qui sont associées à la tradition spirituelle. Ce que la recherche nous indique, c'est lorsqu'une tradition spirituelle est vécue sur le mode mystique, donc l'esprit, elle contribue à l'amélioration de l'humeur et au bien-être psychologique. Lorsqu'on vit une tradition spirituelle uniquement sur le mode dogmatique, elle aurait très souvent l'effet inverse. Et donc, on a pu établir que, oui, dans le bouddhisme, dans le christianisme, dans l'islam, le judaïsme, dans toutes les grandes traditions spirituelles, si on adhère à l'esprit, on verra donc vraiment un mieux-être psychologique émerger. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Il y avait une autre question par rapport à quelque chose que vous avez discuté sur le deuil. Donc, il y a Mme Quentin qui dit « Faire le deuil de ce qui ne peut plus aller. Oui, mais avec la dystonie qui a encore beaucoup de zones d'ombre quant à son évolution, le deuil ne ferme-t-il pas des portes? » Le deuil ne s'avertit pas? Le deuil ne ferme-t-il pas des portes? Ça dépend en grande partie de la définition de deuil. Pour certains, le deuil a quelque chose de très, comment est-ce que je dirais, de très restrictif, en ce sens que si on fait le deuil d'une certaine capacité, on s'attend à faire le deuil de toutes les activités qui s'y rattachent. J'ai travaillé longtemps en soins palliatifs et bon, j'ai peu de temps aujourd'hui pour faire les distinctions les plus subtiles. Le deuil ne ferme pas de porte lorsqu'on l'aborde sous l'angle de repenser les activités qui sont perdues. En d'autres termes,
quel exemple est-ce que je pourrais vous donner? Si pour moi, je dois faire le deuil de, disons, je crois que disons que je suis violoniste, je perds une partie de ma motricité, j'ai le sentiment que, bon, ça veut dire que je dois faire le deuil de la musique, je serai incapable de continuer à jouer du violon. Et donc, ma perception, c'est que ma maladie fait en sorte que je doive abandonner la musique. Oui, à ce moment-là, le deuil vécu de cette façon me ferme des portes. Si, au contraire, je réalise que oui, le deuil fait en sorte que je ne puisse plus jouer du violon, mais cela ne signifie pas que le deuil me force à abandonner la musique. Si j'apprends peut-être à jouer d'un instrument qui est moins exigeant que le violon, ou que j'apprends, en fait, à faire de la musique, entre autres, avec des méthodes plus informatiques, si j'arrive à modifier mes activités dans le cadre des deuils et à me permettre de continuer ce qui donne une couleur à mon quotidien, à ce moment-là, le deuil ne ferme pas de porte. Et là encore, ça va être une question de perspective. Si ma question demeure, comment puis-je continuer à faire ce qui me fait vibrer, même si je dois modifier grandement la façon dont je le fais, le deuil, en fait, va permettre une recanalisation d'énergie plutôt qu'une fermeture. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup pour cette présentation inspirante, là, vraiment. Pour l'instant, on n'avait pas d'autres questions. Peut-être que j'aimerais laisser quelques mots de la fin à Mme Boivin et à Mme Lange pour conclure la présentation, si ça vous convient. Est-ce que tu veux nous mettre à l'écran, s'il te plaît, parce qu'on ne se voit pas? Mais nous, on vous voit. Ah, OK. Parce que c'est la dernière fois. En tout cas, c'est... Oui, merci. Bon, merci. Alors, merci, Rachel. Oui, j'ai perdu un certain bout de votre conférence parce que ça s'est déconnecté. J'ai eu un problème informatique, là. Mais merci pour cette belle conférence parce que vraiment, il y a plein de choses dont vous nous avez fait part qui sont très intéressantes et qu'on va pouvoir sûrement intégrer dans notre vie. Pour tous ceux qui sont atteints de dystonie, de peu importe la forme, je crois, c'est vraiment pertinent cet enseignement, vraiment à tout point de vue. Et je remercie tout le monde qui était là. On était plus d'une 50aine ce matin à vous écouter. Et puis, comme c'est enregistré, évidemment, moi, je la rediffuse là, à ceux avec qui je suis en contact par courriel. Et puis, sur la page Facebook aussi de Dystonie Partage. Et merci aussi à tous ceux qui étaient là de la communauté francophone de l'Europe. Alors, merci à vous. Je laisse la parole à Madame Lange de Amadis. Oui, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante qui va nous amener à réfléchir chacun. Et chacun aura retenu certainement des petites astuces qui lui permettront de prendre soin, pour prendre mieux soin de lui-même et de ses proches. Merci beaucoup. Et nous aussi, bien sûr, on diffusera l'enregistrement de cette conférence à nos adhérents. Merci beaucoup, madame. Merci de m'avoir invité, ça m'a beaucoup touchée et je vous souhaite à tous une bonne continuation. Merci beaucoup. Et encore une fois, en mon nom et celui de Dr. Chouinard et de l'Association des neurologues du Québec, on vous remercie à tous. On vous souhaite une très, très belle journée et après-midi. Allez, à la prochaine. Merci. Merci.